Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce panel de discussion Femmes et eau, l'eau a-t-elle un genre? Organisé par SUCO et le Secrétariat international de l'eau dans le cadre de la semaine New York sur l'eau. Merci d'être présents et présentes en ligne aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir connectés des quatre coins du globe et nous aimerions justement en savoir un peu plus sur vous. Donc, voici un court sondage qui va apparaître à votre écran Zoom et merci de prendre quelques secondes pour y répondre. Et veuillez noter que l'événement d'aujourd'hui est retransmis en direct sur la page Facebook de SUCO et vous avez l'option d'écouter le panel en français ou en espagnol. Et pour cela, sur le Zoom, cliquez simplement sur la petite sphère en bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Donc, vous avez un globe terrestre sur lequel vous pouvez appuyer pour voir les options. Para aquellos que desean escuchar esta reunión en español, se puede conectar al Zoom y darle clic en el icono mundo para escoger el idioma deseado. Et il sera possible pour vous de poser vos questions sur Facebook via le chat de la page Facebook et sur Zoom en cliquant tout au long de la discussion via l'option questions-réponses, question and A. Et nous prendrons le temps de répondre à quelques questions du public à la fin du panel qui devrait d'ailleurs se terminer vers 1h30. Voilà. Et avant toute chose, j'aimerais débuter cette rencontre en reconnaissant que je suis située ici à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Celles-ci ont été ainsi les gardiennes des terres, des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est en effet historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Parler de la question de l'eau et du rôle des femmes ne peut pas se faire sans reconnaître la place pleine et entière que jouent les communautés autochtones sur ces questions centrales à la part majeure des savoirs ancestraux dans notre capacité de résilience. En témoignent les actions mises en place face au changement climatique. Donc, c'est en travaillant conjointement que nous pourrons atteindre une transition socio-écologique juste et durable pour tous. Donc, je vous encourage, où que vous soyez, à prendre le temps de reconnaître les terres sur lesquelles vous êtes présentement, notamment grâce à la ressource qui vous est envoyée dans le chat, et vous devriez la voir et je le vois apparaître maintenant. Donc, on vous encourage à prendre le temps de le faire. Et je me présente, mon nom est Isabelle, et comme un petit détail pertinent pour notre discussion d'aujourd'hui, j'utilise personnellement le pronom « elle », et comme plusieurs ici aujourd'hui. Et j'ai la chance d'être votre animatrice pour cet événement. Je suis bachelière en relations internationales et en développement et je suis une grande passionnée de la coopération. Je collabore avec SUCO depuis quelques années maintenant. J'ai participé au niveau de la collecte de fonds au défi du 60e anniversaire et j'ai la chance d'animer les panels depuis octobre dernier. Pour ceux et celles qui ne le seraient pas déjà, SUCO est une organisation de coopération internationale établie à Montréal depuis 1961. Elle rassemble des gens, des savoirs, des ressources pour renforcer l'autonomie des personnes et des organisations et des collectivités. SUCO soutient les collectivités dans l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales en bâtissant avec elles des systèmes alimentaires viables et une plus grande résilience climatique. Dans l'ensemble de ces activités, SUCO s'assure que la réalité et les besoins des femmes sont pris en compte et qu'elles participent pleinement aux décisions. Actuellement, SUCO collabore dans 11 pays. Et les panels d'expertise sont l'opportunité pour nous de faire des ponts avec d'autres ONG,
au Canada et à l'international, et nous sommes ravis de le faire aujourd'hui avec le Secrétariat international de l'eau. Le Secrétariat international de l'eau, le SIE, est une ONG basée à Montréal, rassemblant les citoyens et les citoyennes et les organisations engagées, actives pour la cause de l'eau. Leur engagement est de veiller à l'application des textes fondateurs du mouvement, Charte de Montréal et Déclaration de Strasbourg, visant l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement. Misant sur l'évolution des savoirs, sur le développement des partenariats innovants et sur la créativité, le SIE développe des initiatives qui garantissent le droit à l'eau et donc l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, tout en préservant la ressource. Et le SIE et ses partenaires créent des passerelles et des zones de dialogue entre toutes les parties prenantes, la société civile, le secteur académique, le secteur privé et les institutions. Un fait important, 200 millions d'heures, c'est le chiffre que les femmes et les filles passent chaque jour à collecter de l'eau. On le sait, l'eau est une ressource essentielle, indispensable à notre survie, quelles que soient les personnes. Malheureusement, force est de constater que cette ressource n'est ni également répartie, ni accessible à toutes et tous. Les femmes en particulier, dans les pays en développement, sont souvent celles qui portent le fardeau de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que de la gestion des ressources en eau. Les rôles et les contributions sont souvent invisibles et sous-estimés, alors qu'elles sont les principales actrices de la gestion de l'eau dans leur communauté. Et pour donner un contexte encore plus concret, voici quelques chiffres clés sur la situation actuelle des femmes et de l'eau. Selon les Nations unies, 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau. Et n'ont pas accès à de l'eau potable, dont une grande majorité des femmes et des filles. Et les femmes et les filles passent en moyenne 6 heures par jour à collecter de l'eau, ce qui les empêche souvent d'aller à l'école ou de travailler. Environ 80% des maladies dans les pays en développement sont liées à l'eau insalubre et à un assainissement inadéquat, ce qui affecte particulièrement les femmes et les filles. Donc, ces quelques chiffres soulignent la discussion d'aujourd'hui sur les femmes et l'eau et montrent la nécessité d'une action concertée pour améliorer l'accès et la gestion de l'eau pour les femmes du monde entier. Dans ce panel, nous allons explorer les défis auxquels sont confrontées les femmes en ce qui concerne l'eau, les solutions innovantes qu'elles mettent en place et les opportunités pour améliorer leur accès et leur participation à sa gestion. Et pour relever ce défi, nous avons la chance immense d'être accompagnés de 3 femmes d'exception. Rachel Araye-Capnou est géographe, environnementaliste et assistante technique auprès du Partenariat national de l'eau du Bénin. Linda Gagnon est chargée de programme Pôle Amérique et Caraïbes, experte égalité entre les femmes et les hommes pour SUCO au Canada. Cathy Sanchez-Zelaya est directrice de l'association Cosecha au Honduras. Donc, du Canada au Bénin en passant par le Honduras, nous vous proposons de découvrir à leur côté, grâce à leur expertise variée et complémentaire, les liens forts qui existent entre les femmes et la gestion des ressources en eau dans le monde. Donc, commençons sans plus tarder avec la première question d'aujourd'hui. Quel rôle les femmes et les filles jouent-elles dans la gestion des ressources naturelles et tout particulièrement de l'eau? Alors, nous allons donner la parole à chacune des panélistes qui va pouvoir élaborer sur cette question. Pour commencer, ce sera Linda Gagnon. Vous êtes chargée de programme chez SUCO depuis 2006 et vous avez une solide expérience sur les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes.
l'agriculture viable et l'environnement. Vous avez également travaillé avec les communautés locales en Amérique latine pendant 16 ans. Et on aimerait savoir quel est votre regard sur le rôle des femmes et des filles dans la gestion des ressources en eau, notamment au Canada. La parole est à vous. Merci. Alors, mon rôle est de casser la glace, c'est de circonstance, mais pas nécessairement pour la température aujourd'hui qui est de plus en plus intéressante et il nous reste de moins en moins de glace. Peut-être avant d'aborder la question des femmes et des filles, je pense que c'est important de rappeler que l'eau, c'est un élément essentiel pour assurer la vie sur Terre. D'ailleurs, dans les recherches spatiales, la première chose que l'on cherche sur les autres planètes, c'est la présence d'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie possible. Elle est essentielle pour les êtres humains, mais aussi pour les plantes, les animaux, les insectes, bref, tout l'écosystème. L'eau est aussi utilisée pour certains rites sacrés et a plusieurs usages et donc, évidemment, plusieurs usagers et usagères, des hommes, des femmes, des enfants. Et même si les besoins sont égaux, la responsabilité et le pouvoir d'en disposer, eux, ne sont pas répartis également. C'est aussi un droit reconnu par les Nations unies, mais c'est à noter seulement depuis 2010. Malgré cela, 50% de la population mondiale n'a toujours pas accès à des services d'assainissement adéquats. Isabelle en a parlé plus tôt en nombre. Et 25% n'ont pas accès à de l'eau potable à domicile, ce qui exige, comme on l'a dit plus tôt, de devoir se déplacer pour y avoir accès. C'est pourquoi, entre autres, SUCO, avec un groupe d'ONG canadiennes, a écrit une lettre ouverte au ministre Steven Guilbeault, Arjig Sajjan et Patty Adjou, avant la conférence de l'ONU qui commence sur l'eau pour demander au Canada d'agir immédiatement en faveur du besoin, de l'importance et des droits universels à l'eau. Comme je le disais, la nécessité d'avoir accès à l'eau pour assurer la survie de la planète et de sa population entraîne inévitablement de nombreux conflits entre les pays, mais aussi entre les communautés et entre les personnes. Et ces conflits risquent d'être encore plus fréquents avec les changements climatiques qui perturbent grandement la pluviométrie et la qualité de l'eau, l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie, les activités minières et la dégradation de sa qualité par la pollution. Et qui sort perdante de ces conflits, les communautés les plus pauvres et tout particulièrement les femmes qui se retrouvent parmi les plus pauvres. L'eau peut être également utilisée comme monnaie d'échange ou servir à marginaliser des populations entières. Par exemple, et c'est bien triste de faire ce constat au Canada, un pays si riche en eau. À lui seul, le Canada possède 20% des ressources d'eau douce au monde. Plus de 20% des avis de non-consommation d'eau potable, parce qu'impropre à la consommation, concernent les communautés autochtones du Canada. Et 38 communautés n'ont toujours pas accès à de l'eau potable à la maison en 2023. Et maintenant, que viennent faire les femmes dans le tableau? Est-ce que les besoins des femmes sont si différents de ceux des hommes? Nous sommes des êtres humains, après tout. Nous avons besoin de l'eau pour boire, préparer la nourriture, nous laver nos vêtements, arroser les champs et les jardins, abreuver nos animaux. Mais ce qui distingue les femmes, c'est la responsabilité qui nous est donnée de s'assurer de l'approvisionnement en eau pour les usages domestiques, mais aussi pour les petits élevages et les jardins qui alimentent la famille. En plus de la responsabilité de l'hygiène de la maison et des personnes, des soins de santé,
Isabelle l'a mentionné, beaucoup plus de maladies liées à l'eau, des repas et de toutes les activités qui exigent de l'eau. De plus, les femmes, de par leur fonction reproductive, doivent avoir en tout temps accès à de l'eau propre pour assurer leur hygiène durant les menstruations et les accouchements. Mais sans que cela vienne avec le pouvoir de décider de son usage ou même de partager la tâche éreintante de son approvisionnement, sauf avec les enfants. Nous le verrons avec les autres panélistes ce que cela signifie dans le quotidien au Honduras et au Bénin. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Linda, pour ces détails, d'avoir fait la différence, qu'on puisse voir vraiment encore plus les défis de la femme. Et maintenant, allons du côté de l'Amérique latine et plus précisément du Honduras. Cathy Sanchez Zelaya, vous êtes engagée depuis 2005 auprès de l'association Cosecha, comme je l'avais mentionné, et cette association peut se traduire par l'Association des conseillers pour une agriculture durable, écologique et humaine. Vous en avez pris la direction exécutive en 2017. Vous travaillez avec les paysans et les paysannes du Honduras et pour les aider à être résilients et résilientes face au changement climatique et qu'ils et elles contribuent également à réduire les effets négatifs en valorisant l'agriculture familiale et l'agroécologie. D'après votre expérience, quel rôle les femmes occupent-elles dans la gestion de l'eau au Honduras? Gracias, Isabel. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que nos escuchan en diferentes partes del planeta. Muchas gracias a Suco por abrirnos los canales y que nuestras voces como mujeres sean escuchadas. Desde la experiencia que nosotros hemos desarrollado en Honduras, partimos de una situación bastante vulnerable debido a los efectos negativos del cambio climático, ¿verdad? Los bosques se han deteriorado en el país y hablamos de que un 56% de nuestro territorio es bosque y eso genera un deterioro bastante representativo para la baja absorción, infiltración y conservación del suelo, ¿verdad? Y que el agua pueda retenerse en el mismo. Esta situación o condición nos genera un estrés hídrico bastante problemático y esto es a nivel de todo el territorio nacional, ¿verdad? No solo en la parte urbana, sino también en la parte rural. Y sobre todo este estrés representa una gran presión y una gran problemática para la mujer porque dado la condición de cuidadora, de nutridora, de educadora, los roles que juega en el hogar son bastante fuertes. Este recurso hídrico en el país es administrado por la Secretaría de Ambiente, que es rectorada por un hombre. Luego, por la Dirección General de Recursos Hídricos, que es un organismo descentralizado, ¿verdad? También eso a nivel de gobierno central. Luego, a nivel rural y local, es rectorado por las alcaldías. Vale mencionar que en las alcaldías de nuestro país de las 298 que hay, solamente 17 son manejadas por mujeres. Actualmente se le ha dado un nivel mayor de participación a la mujer con un 30% en cargos de secretaría y tesorería, ¿verdad? Sin embargo, se ve que estas mujeres solamente un 20% de las que participan asisten a capacitaciones. Esto genera una dirigencia que no está informada o desinformada, ¿verdad? Y vemos que al final esto va incidiendo en la carga de trabajo que tiene la mujer para participar en procesos formativos.
Esta situación es bien marcada para la niña y para la mujer, ¿verdad? Como tal, por ejemplo, de un 50% de los alumnos que no asisten a la escuela, hay un 50% que son niñas y de ese porcentaje hay un 43% que no va a la escuela porque se dedica a las tareas del hogar como recolección de agua, higiene, preparación de alimentos, entre otros. Nosotros trabajamos en el área del corredor seco que padece una profunda escasez del agua y vemos que solamente el 57% de las viviendas tienen acceso a agua potable directo a sus viviendas por acueducto, ¿verdad? Pero solamente un 22% recibe agua durante los 7 días de la semana. El restante 43% recibe agua de 2 cada 4 o 7 días de periodo de tiempo, ¿verdad? Los demás que no accesan a agua, pues tienen que buscar agua de otras fuentes. Las familias a veces, cuando vamos a sondear en las comunidades cuáles son sus necesidades, ellas piden proyectos de agua. Sin embargo, pasa que la población como tal hemos olvidado el ciclo del agua y pensamos que el agua viene de una tubería y con eso nos damos cuenta que la gente ha olvidado que no hay agua en las comunidades porque no hay manantiales, no hay fuentes, no hay nacientes, ya que han desaparecido debido a todo el daño ecológico que mencionaba anteriormente. Tras esos padecimientos de la población por la escasez del agua, la mujer es la que más se interesa en la temática, dada la experiencia que desarrollamos como Organización de Desarrollo Rural. Hemos visto ese gran interés por parte de la mujer para solventar la crisis en la que viven. Uno de los principales ejes del trabajo institucional que llevamos es, como agroecología, la conservación del agua y la humedad. Las mujeres, al enterarse que estamos trabajando en este proceso, son las que más participan en estos procesos, dándole un mayor nivel de eficacia y eficiencia. Pues ellas se involucran y llevan ese conocimiento a todos los miembros de la familia. Luego se van viendo los resultados y eso convierte a la mujer en un elemento estratégico para el desarrollo de la comunidad rural. Empiezan por sus hijos, ¿verdad?, a transmitir esa tarea de ser cuidadora. Sin embargo, hemos visto que por las costumbres y las prácticas sociales se limita la participación, contribución y también se limita el beneficio para la mujer. La participación de la mujer es un vínculo muy efectivo en el desarrollo rural, pues es quien en la mayoría de los casos conoce mejor las necesidades del agua dentro de la familia y también en la comunidad. Es por esta razón que en el trabajo comunitario se debe de tener un enfoque de familia para que la toma de decisiones sea en conjunto, mujeres, hombres y también jóvenes. Esto nos garantiza compartir responsabilidades, tener igualdad de oportunidades y disfrutar de los mismos beneficios. Es necesario definir estrategias claras e incluyentes a fin de facilitar la recuperación y provisión de servicios ecosistémicos que intenten resolver los problemas sociales, políticos y económicos que han dado origen a la degradación de los bosques y mejorar la calidad de vida y de la población tanto a nivel local, nacional, regional y mundial. Gracias, Isabel. Merci beaucoup, Cathy, pour tous ces détails, de nous avoir donné là, une bonne mise en place là, de ce qui se passe au Honduras, tout ce qui est entré à la question de l'eau. Et maintenant, je propose de partir vers l'Afrique et
Isabelle, on a perdu ton son. Ah, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Cathy, d'avoir bien expliqué là, la situation au Honduras en ce moment par rapport à l'eau et comment les femmes, elles sont militantes et vous avez déjà donné des indices de solutions qu'on va pouvoir discuter un petit peu plus tard. Et maintenant, je propose de partir vers l'Afrique et plus précisément au Bénin. Rachel Araye-Capnou, j'espère que je prononce bien votre nom de famille, pardonnez-moi si c'est le cas. Vous êtes géographe environnementaliste avec plus de 12 années d'expérience et vous êtes spécialiste en matière de gouvernance de l'eau, de l'environnement et dans la gestion intégrée des ressources en eau gérées. Vous êtes assistante technique au Partenariat national de l'eau du Bénin. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et depuis 2018, vous coordonnez la mise en œuvre du projet Ton futur, ton climat au Bénin en collaboration avec le Secrétariat international de l'eau et le Global Water Partnership en Afrique de l'Ouest. Et on aimerait vous poser la même question. De votre perspective au Bénin, quel rôle les femmes et les filles jouent-elles dans la gestion des ressources naturelles et tout particulièrement celle de l'eau? La parole est à vous. Merci Isabelle. Merci à SUCO et au Secrétariat international de l'eau pour cette opportunité qui m'a été offerte. Quel rôle les femmes jouent dans la gestion de l'eau au Bénin? Au Bénin, la gestion intégrée des ressources en eau, c'est l'approche retenue pour la gestion durable des ressources en eau. Et la mise en œuvre de cette approche est axée sur les 4 principes de Dublin, dont principalement le 3e principe qui valorise la femme dans le circuit de l'approvisionnement en eau. Ce 3e principe est intitulé « Les femmes jouent un rôle déterminant dans l'approvisionnement en eau, dans la gestion et la préservation de l'eau. » En matière d'approvisionnement en eau potable dans les ménages, la femme est au cœur de ce processus d'approvisionnement, c'est-à-dire depuis le puisage jusqu'au stockage, en passant par le transport. En milieu urbain, l'approvisionnement en eau paraît plus simple, car les ménages s'abonnent au réseau de distribution d'eau et disposent de l'eau à portée de main, c'est-à-dire l'installation de robinets dans les ménages. Par contre, en milieu rural, dans certaines localités, par manque ou pas insuffisant d'ouvrages d'eau, les femmes se font aider par leurs filles pour parcourir de longues distances à la recherche de l'eau et passent environ moins de 2 heures, au moins 2 heures par jour. C'est le cas, par exemple, dans le village de Azonzoumé, dans l'arrondissement de Ronviguet, dans la commune de Bonou, où la plupart des ouvrages d'eau sont en panne et les femmes, les filles, parcourent encore 1 à 2 kilomètres à la recherche de l'eau. On constate que les filles abandonnent parfois les cours, ne vont pas à l'école au profit de la collecte de l'eau, de cette denrée rare. Selon le rapport de l'enquête démographique et de santé de 2007 à 2018, le temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson est estimé à moins de 30 minutes dans 42% des cas. Mais dans 20% des cas, il excède 30 minutes, c'est-à-dire 13% en milieu urbain et 25% en milieu rural. Toujours en matière d'approvisionnement en eau, dans les grandes agglomérations,
on parcourt très peu de distance pour accéder à l'eau. Mais par contre, dans d'autres communes, on peut aller à plus d'1 kilomètre avant d'avoir de l'eau pour la consommation. Mais il faut avouer que dans la prise en compte des droits humains à l'eau et à l'assainissement, comme Isabelle l'a mentionné dans la phase introductive, ces principes des droits humains à l'eau et à l'assainissement, notamment la disponibilité, l'accessibilité, le coût abordable, la qualité et l'abordabilité, il y a un grand effort qui est fait par nos gouvernants pour améliorer l'accessibilité physique et réduire les risques d'insécurité lors de l'approvisionnement en eau au niveau des ouvrages, beaucoup plus dans les milieux ruraux. Donc, il y a un grand effort qui est fait dans ces milieux ruraux, même s'il y a encore à faire. Dans l'aide-mémoire de la revue sectorielle au Bénin, qui parle de la gestion 2021 et qui a été organisée en août 2022, le taux de décès en milieu rural est de 73,3%. Cela suppose qu'il y a encore 27% de la population, notamment des femmes, qui parcourent encore plus d'1 kilomètre chaque jour à la recherche de l'eau. Quand nous abordons la gestion de l'eau, vu le rôle important que jouent les femmes dans le circuit d'approvisionnement en eau, les femmes jouent également un rôle fondamental. Dans les ménages, c'est la première éducatrice sur les bonnes pratiques de gestion de l'eau. C'est elle qui priorise les usages à en faire, éduque contre le gaspillage d'eau, les règles d'hygiène à développer pour éviter les maladies diarrhéiques, etc. Mais dans la société, malgré ce rôle principal que joue la femme dans la collecte de l'eau, il est rare de voir des femmes s'occuper de la gestion des ouvrages d'eau. Quand je parle de la gestion des ouvrages d'eau, je mets l'accent beaucoup plus sur la vente de l'eau, l'entretien des points d'eau. Et ceci conformément au mécanisme, au système de gestion des ouvrages d'eau en milieu rural. D'après la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin, les décisions relatives à la gestion de l'eau sont prises selon le cas par les autorités compétentes au niveau national, au niveau départemental ou communal, en concertation avec les institutions de bassin et les usagers organisés en groupe d'intérêt, sous réserve qu'aucune considération d'intérêt général ou d'efficacité ne s'y oppose. Mais le constat montre que la représentativité des femmes dans ces instances de prise de décision est très faible. Quand nous regardons, par exemple, le volet préservation de l'eau, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les femmes jouent également un rôle très important en matière de préservation, surtout quand elles constatent que l'utilisation qu'elles en fait contribue à la dégradation de l'environnement. Voilà, en résumé, le rôle que joue la femme dans le système d'approvisionnement au Bénin. Merci. Merci beaucoup, Rachel, pour tous ces détails là, de la situation au Bénin, ce que les femmes doivent faire pour y avoir accès, les défis et tout. Alors, merci là, d'avoir donné des détails. Et merci à toutes les trois d'avoir très bien posé le sujet. Maintenant, on a des grands défis,
On a toutes sortes d'obstacles aussi qu'on connaît maintenant. Et je vous propose, sans plus tarder, de passer à notre deuxième question afin d'aborder un problème majeur. Vous en avez chacune un peu parlé, c'est l'absence des femmes dans le processus de décision sur les questions liées à l'eau. Alors, quel est votre regard sur l'inclusion des femmes dans la gouvernance de l'eau? Cette question-là, j'aimerais que ça soit une discussion, que chacune puisse parler et rajouter des points à la suite de l'une et de l'autre. Alors, est-ce qu'il y en a une qui aimerait se lancer? Linda, allez-y. Je vais me lancer. Rachel et Cathy ont amené plusieurs des éléments de réponse finalement à cette question. Je pense que c'est important de réfléchir sérieusement aux différents obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles, en fait, qui empêchent les femmes de participer aux instances de décision. Ce n'est pas qu'une question on leur laisse la place, puis ça va régler le problème. C'est pas une question de laisser ou non la place, c'est qu'il y a vraiment des obstacles importants. Il y a des obstacles sociaux, qu'on pourrait appeler sociaux, qui est la question de la scolarisation, entre autres. Beaucoup de femmes sont encore analphabètes ou ne sont pas dans la langue officielle où les réunions se tiennent parce qu'elles sont d'origine autochtone, par exemple. Évidemment, un autre obstacle important pour elles, c'est la charge de travail qu'elles ont. Il y a aussi beaucoup d'obstacles qui sont liés un peu à des questions culturelles, des stéréotypes, ce que doit faire une femme ou ce que doit pas faire une femme, ce qu'elle a la permission de faire ou non. Et c'est souvent très, très ancré dans les communautés. Il y a aussi des obstacles économiques. Les femmes, on l'a dit, sont parmi les plus pauvres. Alors, le besoin de gagner sa vie fait en sorte que tu as moins de temps pour aller faire d'autres réunions en dehors. Et il y a évidemment aussi des obstacles au niveau juridique. Les femmes n'ayant très souvent pas droit à la terre, la gestion des ressources naturelles et donc de l'eau, c'est difficile d'en avoir le contrôle quand tu n'as pas le contrôle finalement de la source. Alors, tous ces obstacles viennent finalement affecter une gouvernance équitable qu'on pourrait désirer, même s'il y a des lois qui disent, bon, il faut qu'il y ait des femmes, mais ça reste que les obstacles sont toujours là et si on ne travaille pas sur les obstacles, on n'est pas plus avancé. Et ça fait que finalement, leur contribution, souvent unique à des solutions de conservation, vont être perdues finalement parce qu'on n'en tiendra pas compte. Je ne sais pas si dans les autres, si Cathy ou Rachel veulent parler des obstacles systémiques qui existent aussi au sein de leur pays. Oui, justement, Cathy voulait parler dès le début. Il faut prendre en considération que Cathy elle a un petit délai avec sa position géographique. Alors, la parole est à vous. Muchas gracias. Bien, desde mi punto de vista, siento que las mujeres hemos ganado un poco de espacio. Sin embargo, como ya lo mencionaba Linda, también es muy cierto que estamos restringidas porque no tenemos el acceso a tomar decisiones sobre los bienes materiales, ya lo decía, sobre la tierra, sobre el poder económico. Entonces, viendo la situación del mundo, ¿verdad? Con la población, la mayoría o más o menos el 50% de la población mundial somos mujeres. Entonces ahí ese empoderamiento también tiene que surgir desde la mujer, con un poco más de sororidad, con un poco más de empatía, porque debemos apoyarnos para volvernos fuertes, ¿verdad? No es que nos cedan el espacio, sino que como mujeres pensantes, como entes estratégicos de la sociedad, que cumplimos un principal rol en la familia como educadoras, pues que asumamos ese poder
que tenemos para apoyarnos entre nosotros mutuamente, pero también para lanzar esa voz de que necesitamos ayuda, no para que sientan lástima de nosotros, sino que porque podemos, porque hemos desarrollado una gran tarea a nivel mundial desde la región en el tema de producción de alimentos, en el tema del cuidado. Entonces, necesitamos reeducarnos, necesitamos volver a aprender lo que hemos olvidado que nuestras ancestras, nuestros antepasados lo sabían. Y este rol de ciclo del agua es elemental, ¿verdad? Porque hay que saber que el agua no viene de un tubo, por ejemplo, sino que el agua cumple un ciclo hidrológico y luego de eso, pues si cuidamos nuestros bosques, cuidamos nuestros suelos, vamos a tener agua siempre. Y ya vimos que la mujer es un ente estratégico en el desarrollo de la sociedad, tanto rural como urbana. Entonces, apoyémonos entre las mujeres y hagamos escuchar nuestras voces con propuestas. Gracias. Très pertinent, Cathy. Rachel, vous aimeriez rajouter? Oui, Allez-y. à la suite de Linda et de Cathy, je voudrais ajouter que il y a un certain nombre d'obstacles, beaucoup plus culturels, qui limitent la participation des femmes aux instances de prise de décision, au dialogue en lien avec l'eau et l'assainissement. Nous pouvons citer par exemple, il y a le poids de la culture, notamment le patriarcat qui affecte les femmes, non seulement vis-à-vis des hommes, mais également entre elles. Nous voyons que les femmes sont souvent sous l'emprise ou l'influence de la forme d'éducation reçue à la maison et qui est basée sur le patriarcal où oui, le système familial et social est fondé sur l'autorité du père et sur la descendance par les mâles. Et qu'est-ce qu'on constate encore? Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ont peur d'occuper des postes de responsabilité. Parce qu'on nous a dit pendant longtemps que la femme a été reléguée au deuxième rang. Donc, il y a cette peur-là qui fait que même quand on nous donne des postes de responsabilité, la peur fait que on n'arrive pas, on a peur de jouer ces postes de responsabilité qu'on nous donne. Et autre obstacle encore, c'est compte tenu de l'éducation que nous recevons, la femme, elle manque d'audace. Quand elle se retrouve dans un milieu où il y a les hommes, elle manque d'audace de contredire et parfois d'affronter ces hommes verbalement. C'est beaucoup plus ces obstacles-là qui limitent la participation des femmes à ces séances de prise de décision. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, Linda. Après, j'aimerais ça vous orienter vers un sujet. Allez-y. Peut-être que je vais anticiper. Peut-être. Je pense que ce processus-là de prendre la parole ou de prendre des instances, c'est un processus qui est long. Et c'est au niveau global. J'aimerais juste rappeler, parce qu'on parle de gouvernance des ressources naturelles, mais si on parle même de gouvernance globale dans le monde, ça reste que, encore aujourd'hui, enfin, j'ai une compilation de 2021, il y a strictement 16% des pays
qui ont une femme à la tête de leur gouvernement. 16%. Ça fait pas beaucoup, là. Et si on parle au niveau de l'environnement, présentement, il y a 14% des pays qui ont une femme ministre de l'Environnement, soit 28 sur 198 pays. Alors, évidemment, c'est difficile quand tu n'as pas de modèle, quand tu n'as pas, on le dit toujours, hein, on a besoin de modèles aussi pour pouvoir foncer, pour pouvoir se dire, ben, je suis capable de le faire. Mais quand on n'a pas de modèle, quand les femmes ne sont pas représentées nulle part, ben, c'est difficile aussi de dire aux femmes, non, non, foncez, vous avez une place, allez-y. Tu n'as pas vraiment l'espace de confiance pour le faire. Fait que, tu sais, qu'on veuille pas, s'il n'y a pas de femmes dans aucun des postes de pouvoir, le regard va être différent sur la gestion en général du monde, mais plus particulièrement sur la gestion de l'eau aussi, parce que ça en fait partie. J'aimerais peut-être, Cathy, si vous aimeriez dire un mot par rapport à est-ce que les femmes manquent d'audace? Est-ce que c'est un peu la même situation au Honduras? Definitivamente, yo pienso que la audacia es algo que se debe cultivar, pero para lo difícil que hemos tenido las mujeres a nivel mundial, hemos conseguido avanzar, ¿verdad? Desde que se concedió el derecho al voto, ese ha sido uno de los primeros pasos que nos han ayudado a entrar en el sistema, ¿verdad? Pero nos falta ser más proponentes y llevar, si bien es cierto, con mayor audacia, es tener con mayor educación, como nos decía Rachel, para saber a dónde es que debemos nosotros entrar, abordar las temáticas que debemos tocar, porque somos ya una mayoría a nivel de población, ¿verdad? Entonces tenemos que fomentar ese apoyo como mujeres, pienso. Merci beaucoup, Cathy. Et rappelons-nous que le panel d'aujourd'hui se tient dans la semaine de la conférence de l'ONU. Donc, tu sais, si on peut penser, vous avez parlé du local, mais comment on fait la transition vers au niveau un petit peu plus global? Qu'est-ce que vous pourriez dire là avec vos expériences concrètes? Allons-y avec Rachel. Et comme Isabelle, tu le dis, en matière de gouvernance, il y a le principe de participation qui est très important. Et quand moi je veux partir du niveau local pour aller au niveau mondial. Quand je prends par exemple la gouvernance locale ou nationale chez nous, il y a des organes de coordination, les organes de gestion qui sont prévus par bassin hydrographique du niveau national au niveau local. Et on sait que la femme est une grande usagère des ressources en eau. On a parlé tout à l'heure de l'approvisionnement en eau potable, des eaux usages. Elle contribue alors à l'exploitation des ressources en eau et également à sa destruction. Donc, quand on parle des séances, des instances de prise de décision, la femme est un acteur non négligeable pour tout ce qui touche aux questions des ressources en eau. Mais on a constaté, on constate qu'en termes de participation aujourd'hui, on constate une faible participation, on l'a souligné tout à l'heure. Et vous parlez tout à l'heure de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Et je voudrais attirer et partager
un exemple palpable avec vous. En prélude à la préparation, à la participation à cette conférence, il a été engagé des rencontres préparatoires par région. Et en Afrique de l'Ouest, principalement, la rencontre préparatoire de la participation de l'Afrique de l'Ouest à la rencontre s'est tenue du 13 au 15 mars au Togo. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait autour, il y avait autour 35 participants, mais il n'y avait que 2 femmes, soit 11% des participants. Donc, on a l'impression aujourd'hui que plus on progresse dans la hiérarchie, il y a moins de femmes. Elles sont absentes même au niveau local. Il y a des organes de gestion des ressources, elles sont absentes. Et on note encore, quand on monte à un niveau plus élevé, le constat est encore plus amer. Et moi, je pense que avec tout ça, qu'il y a lieu de réfléchir pour voir comment est-ce que il faut améliorer la participation des femmes à ces instances de prise de décision. Allez-y, Linda. Je vais laisser un peu Ignacio terminer la traduction. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, plus tu montes, moins il y a de femmes. Mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir aux espaces parallèles, aux espaces alternatifs. Je pense que si on attend qu'il y ait beaucoup plus de femmes élues, ministres de l'Environnement, qu'il y ait plus de femmes chefs d'État, on va attendre encore très, très longtemps. Je pense que les femmes sont très, très présentes dans les organisations non gouvernementales, dans les organisations communautaires. Il faut travailler aussi à ce niveau-là, on le dit, il faut travailler à diminuer le plus possible les obstacles à la participation des femmes pour qu'elles puissent prendre confiance en elles et investir vraiment les espaces parallèles, parce que c'est vrai que c'est dans les grands espaces souvent qu'il y a les décisions majeures qui se prennent, les décisions politiques, mais les sociétés civiles ont un rôle aussi. Et je pense que c'est important de revaloriser le rôle, parce que les gouvernements, ils ne changent pas grand-chose juste parce qu'ils ont envie de changer. Ils changent les lois parce qu'il y a de la pression populaire. Parce que les gens disent, ben là, c'est assez. La pression qui a été faite à la COP21 à Paris pour obliger les gouvernements à diminuer le pourcentage de gaz à effet de serre, là, en fait, de réchauffement climatique à 1,5, c'est beaucoup le travail aussi des organisations qui se sont mis ensemble. Et là, je pense qu'on a une chance d'avoir une plus grande participation des femmes. Elle n'est pas encore paritaire. On s'entend qu'il y a encore, dans les grandes organisations, c'est encore des hommes qui sont présents, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, mais il faut s'assurer de leur représentation. Souvent, il y a des obstacles, entre autres, pour obtenir des visas pour aller dans ces grandes rencontres-là ou pour aller... Investissons plus les espaces peut-être locaux, nationaux et faisons pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des lois qui vont permettre une meilleure gestion, une meilleure gouvernance de l'eau. Je pense qu'on va devoir passer par là parce que sinon on va attendre... qu'est-ce qu'il a dit le secrétaire des Nations Unies? Ça va prendre 300 ans avant que les femmes aient la parité dans tous les domaines. On ne peut pas attendre 300 ans, là. La planète ne va pas supporter ça. Alors, il va falloir qu'on essaie de voir des façons différentes d'investir les lieux de pouvoir. Mais on n'aura pas le choix. Il faut y aller.
J'aimerais ça donner la parole à Cathy, mais en faisant un pont vers notre troisième question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la participation des femmes dans la gouvernance de l'eau, justement? Quelles sont des initiatives que vous auriez vues au Honduras, Cathy, qui pourraient inspirer les femmes du monde entier? Gracias, Isabel. Yo pienso que si bien es cierto, ya hemos ganado un poco de espacio, tenemos que seguir preparándonos. La mujer tenemos que tomar un rol más activo en la parte política, ¿verdad? Porque es que sinceramente este es un bien que nos beneficia a todos, entonces tenemos que tomar una actitud más proactiva. Y para ello realmente necesitamos que nuestras mujeres se preparen. El empoderamiento viene en la educación. Desde la educación, si la mujer conoce de sus obligaciones y también conoce de sus derechos y también cuenta con recursos, entonces va eventualmente a trascender y tener mayores oportunidades y mayores opciones para que se le, para ¿verdad? Porque generalmente, bueno, y necesitamos también ese apoyo entre las mujeres, porque generalmente una de las cosas que es muy frecuente ver que a veces la misma mujer estamos en contra de la mujer, ¿verdad? No le damos un voto de credibilidad para empezar, y luego no solo es darle el voto, también es acompañarle en el proceso, ¿verdad? De diálogo, de participación, porque vemos que la mujer es muy proactiva en el tema de desarrollo, pero necesita fuerza, pero esa fuerza tiene que venir siempre dentro del mismo grupo. Y con que somos mayoría como mujeres, yo pienso que por ahí puede ser la entrada a tener una mayor participación, pero como decía antes, que lo logremos porque tenemos esa capacidad, tenemos ese poder, no porque nos lo den, ¿verdad? Que digan que el 50% de las mujeres tienen que formar parte de la junta directiva. No, que tengamos el poder porque conocemos, porque tenemos ese conocimiento y tenemos también ya capacidades económicas porque nos hemos ido aperturando esos espacios. Puis aimerait suivre pour donner vraiment des solutions, comment on pourrait améliorer la participation des femmes dans la gouvernance. Allez, c'est Rachel. Merci Isabelle. À la suite de Cathy, moi je pense que aujourd'hui, il faut, pour améliorer la participation des femmes dans la gouvernance, il faut offrir des opportunités de renforcement de capacité, c'est-à-dire relever le niveau d'instruction des femmes, des jeunes filles, offrir des opportunités de renforcement de formation aux filles, leur octroyer des bourses pour leur permettre de se faire former dans ce domaine. Et pour des femmes professionnelles qui travaillent déjà, leur donner l'opportunité de se renforcer également. Et je pense également qu'il faudra plaider pour qu'il y ait des quotas pour les femmes en termes, par exemple, de recrutement, de représentativité dans les cas de concertation, les organes de gestion des ressources en eau ou au niveau des instances de prise de décision. Et voir comment est-ce que, par exemple, adopter, mettre en œuvre une stratégie, genre, par exemple, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Voir comment garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux.
Et au Bénin, il y a une initiative qui est développée par le réseau des femmes professionnelles pour l'eau et l'assainissement. Et cette initiative de ce réseau, par exemple, consiste à aller dans les collèges pour sensibiliser les jeunes filles sur l'importance que joue la femme dans ce secteur-là et la nécessité qu'elle s'investisse dans ce secteur-là. Elles ont eu à organiser aussi ces sensibilités à l'Université nationale de Abomey-Calavi et identifier au moins un certain nombre de filles à qui des bourses ont été octroyées pour leur permettre de se faire former dans ce secteur-là. En global, on voit que la tendance est beaucoup plus orientée vers la jeunesse pour mieux renforcer les capacités de la jeunesse à pouvoir jouer convenablement ce rôle-là. Merci. On vous laisse la parole, Linda. Oui, j'aimerais. Ben, comme on disait tout à l'heure, il faut partir des fois du local, aller plus loin. Je vais donner un petit exemple d'une intervention qui s'est faite au Nicaragua il y a plusieurs années pour justement favoriser que les femmes soient plus de gouvernance. On a travaillé, il y avait une organisation qui avait un projet d'accès à l'eau qui consistait à rénover et construire des puits communautaires. Puis bon, ce qu'on accompagnait l'organisation. Puis l'organisation désirait que les femmes soient plus actives dans les comités de gestion, mais ne savaient pas trop comment s'y prendre. Ils avaient déjà essayé, mais ça ne marchait pas. Fait qu'on a travaillé avec eux sur un plan de formation qui était spécifique pour les femmes, parce que très souvent, dans des milieux mixtes, c'est plus difficile pour les femmes de prendre la parole, donc elles avaient un espace. Mais on a fait en même temps un plan d'intégration des femmes, de discussion finalement avec tout le monde, les hommes, les femmes, pour entre autres voir la question de l'horaire des réunions, la répartition équitable des tâches en fonction des capacités. Fait que l'idée, c'était au départ, on voulait que l'organisation voulait qu'il y ait un certain nombre de femmes qui soient dans les comités de gestion, mais qui soient à la présidence. Parce que, bon, les comités fonctionnaient, il y avait une présidence, quelqu'un, trésorier, trésorière, puis il y avait un comité de vigilance. Fait qu'il s'était donné tout le monde le but d'avoir 50% de femmes qui présidaient les comités de gestion de l'eau dans les communautés. Il y avait une vingtaine de communautés. Et ça a été atteint grâce à tout ce travail-là qui a été fait en amont, évidemment. Si on était arrivé la journée même, bon, ça prend le quota, 50%, qui est-ce qui veut, ça n'aurait jamais fonctionné. Mais là, on a pris 6 mois pour préparer les femmes pour qu'elles puissent le faire. Puis, on voulait aussi qu'il y ait 30% de femmes dans les comités. Non, ça, c'était paritaire dans les comités de vigilance. Parce que les comités de vigilance, c'est souvent les hommes qui gèrent ça, là. Puis des fois, les femmes sont un petit peu plus, comment je dirais, elles sont responsables souvent aussi des biens du ménage, fait qu'ils ont un niveau de responsabilité un petit peu plus élevé. Puis, ils ont réussi à le faire, ça fonctionne, mais parce que, justement, il y a eu du temps qui a été fait, puis il y a eu du temps pour discuter en famille, avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants. Ça ne s'est pas fait en vase clos. Puis je pense que ça, c'est important aussi, parce que l'eau, là, ça appartient à la communauté, mais au-delà de la communauté, c'est souvent la source, elle n'est pas nécessairement dans la communauté, elle peut être dans une autre communauté, d'où l'importance. Il faut que les gens se parlent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de conflits liés à l'eau, parce que où toi, tu es peut-être le réceptacle de l'eau, mais la source de l'eau vient des fois même d'un autre pays. Fait que ça prend, c'est complexe,
il y a encore plus d'enjeux, puis encore plus de chances que les femmes ne soient pas présentes. Ça fait qu'il faut vraiment travailler. Puis je pense qu'effectivement, l'éducation est essentielle pour que les femmes puissent investir. Parce que si tu vas là et que tu ne comprends pas la moitié de ce qui se passe, ben, tu vas te décourager puis tu n'y retourneras pas. Fait que si tu n'es pas déjà formé correctement, ben, tu risques effectivement de ne pas avoir de femmes. C'est un très beau modèle. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà fait au Honduras en collaboration avec SUCO? Est-ce que, Cathy, ça c'est une expérience que vous avez vécue? Sí, definitivamente para empezar con el empoderamiento que se hace en el acompañamiento a las comunidades rurales, dado que somos una organización que trabajamos con el tema de agricultura, ¿verdad? La agroecología es un rol que se le ha destinado casi que por costumbre cultural al hombre. Sin embargo, la mujer tiene un papel preponderante en el trabajo que se desarrolla, ¿verdad? Puesto que es la que más necesidades presenta a la hora de servir los alimentos, por ejemplo. Entonces, ella es muy proactiva a la hora de participar en esos procesos. Y para eso hace falta tomar muy en cuenta el tema de equidad de género, ¿verdad? Que dado a las sociedades machistas en las que vivimos, es siempre el hombre quien está a la cabeza tomando decisiones y la mujer siempre tiene un papel rezagado y siempre va atrás, pero sin embargo es la que más propuestas hace, ¿verdad? Y es la que más eficiente y efectiva es a la hora de desarrollar las tareas y lo hace con una mayor visión y ella es la que hace que haya mayor sostenibilidad. Es por eso que siempre se le va a ir dando prioridad a que se empape muy bien de los temas de género. Otra cuestión es el tema de que tiene que conocer sus derechos y sus deberes. Entonces ella tiene que tener una formación política para poder proyectarse más en la sociedad. Igual tiene que tener muchos conocimientos sobre gestión de territorio para que de esa manera ella tenga una visión general de la capacidad de incidir que tiene sobre su localidad, pero a partir de esa experiencia ir expandiendo o reproduciendo o replicando, como se le quiera llamar, esa experiencia. Nosotros hemos acompañado durante 30 años y en los inicios del trabajo que Cosecha ha desarrollado hemos visto que había 0 participación de la mujer. Hoy tenemos ya de un 30%, por lo menos en los 5 municipios que nosotros trabajamos, que participa la mujer, un 30%. Eso ha permitido que los procesos de desarrollo sean más sostenibles y que den mayores resultados. Entonces, definitivamente, la participación de la mujer va a entrar, como lo decía Linda, a través de la educación. Abrirle las oportunidades en darle esas herramientas, una caja completa de herramientas, porque la formación debe ser integral, para que recupere sus capacidades y sus habilidades para proyectarse en un mundo gobernado por los hombres. Pero también recordar, ¿verdad?, que básicamente este rol lo llevará a la mujer siempre a la cabeza porque ella es la primera educadora que tenemos en los hogares. Entonces tenemos que darle esa capacidad a través de los conocimientos y del poder político que ella puede ejercer también dentro de sus comunidades. Merci beaucoup, Cathy. Et j'aimerais terminer avec Rachel, que vous puissiez partager là, une expérience positive. Et vous avez là, l'initiative Ton futur, ton climat. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails? Ok, merci Isabelle. Et cette expérience que je veux partager avec vous, c'est pour montrer la contribution d'une coopérative de femmes agricultrices à la préservation d'une ressource en eau.
Et je vais commencer à dire, l'initiative Ton futur, ton climat, c'est une initiative du Secrétariat international de l'eau et du Parlement de Global Water, le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest, qui, pour permettre aux jeunes de 18 à 35 des milieux ruraux et périurbains du Bénin, du Burkina et du Togo de développer des capacités pour devenir des acteurs de changement et promoteurs d'idées novatrices et répondre aux enjeux liés au changement climatique. Et cette initiative est mise en œuvre au Bénin par le Partenariat national de l'eau du Bénin. Et dans le cadre de la phase 2 de ce projet au Bénin, qui porte sur la mobilisation des associations de jeunes pour une meilleure gestion des ressources en eau de l'unité hydrologique de Tchoutoungou dans le bassin de la Pendjari et précisément dans la commune de Tangueta au nord Bénin. Le PNE travaille avec un organe local de l'eau qu'on appelle dans notre jardin un comité local de l'eau qui est mis en place autour de cet écosystème, c'est-à-dire l'unité hydrologique. Et cette unité hydrologique est confrontée notamment à des problèmes de pollution par les engrais chimiques, notamment dus par l'agriculture, et les déchets solides et ménagers. Disons que cette unité hydrologique est le réceptacle des déchets de la commune. Donc, à travers l'initiative Ton futur, ton climat, notamment la phase 2, nous avons développé une initiative de valorisation des déchets biodégradables à travers le compostage. Et cette initiative a été développée avec des jeunes bénéficiaires pour contribuer à réduire un peu le niveau de pollution. Et autour de cette unité, nous avons parmi les usagers la coopérative dont je parle, qui est une coopérative de femmes agricultrices, mais qui développe beaucoup plus le maraîchage. Et cette coopérative a voulu contribuer à réduire également la pollution par les engrais chimiques et a opté pour l'utilisation de l'engrais organique dans le maraîchage. Du coup, cela a permis de développer une synergie entre ces femmes agricultrices qui développent le maraîchage et les jeunes bénéficiaires du projet Ton futur, ton climat, qui valorisent les déchets en compost. Donc, ces jeunes bénéficiaires du projet apportent les matières premières en termes d'intrants à ces femmes agricultrices qui développent le maraîchage autour de cette unité hydrologique. Merci. Et là, c'est pour montrer comment est-ce que des initiatives déjà au niveau local sont menées par des organisations internationales pour mobiliser, encourager les femmes à contribuer à la préservation des ressources en eau. Merci. C'est très beau de voir les projets. Merci beaucoup, Rachel. Et on reçoit des questions du public. Alors, j'aimerais vous les partager et je suis très contente de la première question. C'est Ricardo Vargas. Il dit « C'est probablement une question dont la réponse est très longue, mais cependant, comment pensez-vous que les hommes pourraient contribuer à l'autonomisation des femmes et leur participation dans la prise de décision? » Yes, on est contente! Est-ce qu'une de vous, on va laisser le temps pour voir si Cathy aussi aimerait intervenir, là, le délai. Donc, qui aimerait se proposer?
Je réponds bien vite. Peut-être que les hommes pourraient de temps en temps laisser leur place et favoriser que les femmes participent. Cathy, allez-y. ¿Puedo? Claro. Gracias, Isabel. Bien, qué bueno que sea un hombre quien nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer para que nosotros podamos participar? Eso es muy importante, porque lo que las mujeres necesitan, en primer lugar, es tiempo. ¿Por qué la mujer no tiene tiempo? Bueno, porque tiene que trabajar en la reproducción y cuidado de los alimentos, cuidado de la casa. Entonces, una de las principales cosas que pueden hacer los hombres en pro de la formación de las mujeres es compartir esas tareas del hogar para que la mujer tenga mayor oportunidad de formarse, de ir a la escuela, de ir a la universidad, de tomar cursos y de participar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y esto significa que la mujer se pueda ir libre y despreocupadamente a recibir un taller sin tener que llevarse al niño o la niña, sino que el hombre se va a hacer cargo completamente de ese cuidado, ¿verdad? Que es el principal rol que le toca a la mujer y que le absorbe todo el tiempo, incluso hasta el del autocuidado. Entonces, ojalá y todos los hombres y caballeros tuvieran esa gran apertura de mentalidad, que lo que la mujer más requiere es de tiempo para poder autocuidarse, y eso implica el tiempo para educarse, ¿verdad? Para tomar la formación que ella quiera. Para empezar, algo que le guste. Y luego, obviamente, la mujer siempre va a vigilar del cuidado de su familia y o sea, ella siempre quiere crecer por el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Cuando la mujer se empodera y tiene esa oportunidad de realmente desarrollar capacidades, le da oportunidad a sus hijas, a sus hijos, y eso lo hemos nosotros visto en el acompañamiento que hemos dado a las mujeres. Cuando ellas se empapan y ven que existe otro mundo de posibilidades y de alternativas, ellas le dan ese espacio a sus hijas y a sus hijos. Y los procesos funcionan de maravilla. Nosotros hemos emprendido ahora un trabajo con jóvenes y aunque debemos tener mucho cuidado con las jovencitas, ¿verdad? Por aspectos culturales, pero las mamás están dando esa apertura a que sus niñas se formen. Entonces, si el hombre también participa en esa tarea, creo que las cosas van a ser mejor para la sociedad entera. Gracias. Merci beaucoup pour votre réponse. Et puis, je vous encourage à poser vos questions. On a encore quelques minutes, entre-temps que je présente la prochaine question de Juvénal. Rachel, vous avez déjà un peu répondu, mais on pourrait peut-être laisser les autres panélistes répondre avec d'autres détails. Donc, Juvénal demande, je pense qu'il faut travailler à influencer les pouvoirs politiques pour obtenir des quotas au profit des femmes dans les instances de décision. Au Bénin, l'instauration d'un quota a permis d'avoir cette année plus de 24 femmes sur 109 députés, ce qui est déjà un grand pas. Donc, c'est plus une affirmation, je pense qu'il aimerait que vous élaboriez. Peut-être que je peux y aller. La question des quotas est une grande question qui est à double tranchant aussi. On met des quotas, puis comme ça, après ça, tu ne peux pas comme trop rien dire. Dans certains cas, je pense que c'est très utile, effectivement, d'obliger les partis politiques, par exemple, de s'assurer qu'il y ait des femmes qui puissent se présenter, leur donner l'espace pour qu'elles puissent se présenter, mais surtout qu'elles puissent se présenter dans des endroits où ils sont sûrs d'être élus, parce que on a vu ça beaucoup, hein? Les quotas, c'est OK, 50% ou 30% de femmes, mais au Québec, on le voit, là, dans des comtés où les femmes ne seront pas élues. Tu sais, ce n'est pas les comtés sûrs. C'est une option. Je pense qu'il faut voir l'ensemble des options. Je pense que la question de faire
entre autres que la charge de travail des femmes diminue, d'améliorer l'éducation, de faire des quotas. Je pense que c'est un ensemble. On peut pas juste miser, on peut pas juste miser sur une chose. Les obstacles sont trop complexes, sont trop interreliés entre eux. Mais je pense que oui, c'est une avenue qui est intéressante dans un ensemble d'avenues. Je voudrais pas qu'on focus juste sur une sorte puis que ça va régler le problème. Ça n'a jamais réglé le problème, la question des quotas dans n'importe quelle société, ni pour les femmes, ni pour les personnes en situation de handicap, ni pour les personnes, tu sais, ça change rien, là. Ça change, mais c'est pas suffisant, selon mon point de vue. C'est très vrai. Et je vous partagerai, là, nous avons Henry Bautista, il a répondu en espagnol appuyant que c'est vrai que les hommes, on doit avoir un rôle plus actif dans l'économie et le soin, donner de l'aide aux familles, à la femme dans la famille, pour que notre entourage puisse accéder à un espace de formation et de participation. Donc, c'est super. Et peut-être, Rachel, vous, est-ce que vous aimeriez peut-être partager un point sur, si jamais les hommes vous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'autonomie des femmes dans votre entourage, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je pense que la première des choses à faire, mais Cathy et Linda l'ont dit, il faudra vraiment accompagner les femmes dans les ménages à réduire la charge de travail. Si la charge de travail des femmes est réduite, elles peuvent se consacrer à autre chose. Il faut que les hommes encouragent les femmes à participer, même à des réunions au niveau village, sous l'arbre à palabre, permettre, si c'est plus facile quand l'homme demande à la femme, va assister. La femme se sent plus considérée. Donc, il faudra vraiment que, non seulement qu'il faut renforcer les capacités des femmes, réduire les charges, améliorer l'éducation, mais qu'il faudrait que les femmes soient encouragées. Parce que même à des moments donnés, il y a des quotas même pour que les femmes soient représentées, mais elles sont en nombre insuffisantes. Donc, il faut aussi encourager des femmes leaders qui puissent vraiment occuper valablement ce rôle-là et pouvoir développer autres activités génératrices de revenus parce que la femme aussi contribue à la gestion du ménage. Très vrai. Je voudrais juste rajouter, j'ai dit ça un peu en blague tout à l'heure, mais je pense que c'est important la prise de parole parce que c'est une chose d'encourager les femmes à le faire, mais si on ne se remet pas en question comme homme, qui prend la parole plus facilement, si on ne donne pas notre parole à une femme, ça va être difficile. Je pense qu'il faut. Puis je viens d'aller à une conférence là, où il y avait la majorité, c'était des femmes qui étaient dans la salle, mais c'était tous des hommes qui étaient au micro. Il y a comme une question que les femmes doivent apprendre, avoir plus confiance en elles, puis ce qu'elles vont dire va être aussi pertinent que ce que les hommes disent, mais c'est aussi aux hommes à se retirer un peu, à laisser la place. Ou, par exemple, s'ils veulent le dire, ben, tu sais, faire en sorte, par exemple, de valoriser ce qu'une intervenante vient de dire. Dire, ah, moi, je trouve ça intéressant ce que Cathy vient de dire, puis, ben, dans le fond, j'ai rien à rajouter. Ben, puis, je vais m'asseoir. Valoriser aussi la parole des femmes, puis prendre moins d'espace dans l'espace public. On leur a toujours laissé tout l'espace, fait qu'ils sont à l'aise dans cet espace-là. C'est correct, là, tu sais. Mais là, je pense qu'on est à un temps où il faut peut-être qu'ils, consciemment, pas juste inconsciemment, mais consciemment, se retirent un peu et laissent la place et valorisent et encourage que les femmes la prennent.
parce que sinon, on n'y arrivera pas, mais je pense qu'il y a un travail d'introspection. Si les femmes, on est bien bonnes là-dedans, nous, pour faire de l'introspection sur nous-mêmes, mais peut-être qu'un peu d'introspection chez les hommes aussi, ça serait fort utile. Très, très utile. Donc, on est vraiment très proche de la fin, même on dépasse peut-être un petit peu, mais je vais donner une dernière chance si vous vouliez dire un point rapidement avant de conclure, là, si vous avez eu des idées avec tous les échanges, c'est le moment. Après, on va conclure. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense qu'on a pas mal Good. Donc, dit. merci infiniment à vous trois, à nos panélistes qui ont été très généreuses dans leurs échanges. Donc, je rappelle les noms, Rachel Araye-Capnou, Linda Gagnon et Cathy Sanchez-Zelaya. Merci pour votre temps précieux et votre parole très importante. Et merci au Secrétariat international de l'eau pour ce beau partenariat. Merci également à notre traducteur Ignacio Mackenzie pour l'interprétation du panel. Et merci aux productions Arborescence d'avoir assuré le bon déroulement technique, pas eu de problème pour l'événement. Et merci aux organisateurs de la semaine de New York sur l'eau pour la visibilité offerte à ce panel, ainsi qu'au réseau des femmes en environnement et à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale pour leur précieux appui dans la promotion. C'est important, on a des discussions, mais il faut qu'on ait un public pour l'entendre. Et le panel d'aujourd'hui est d'ailleurs rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Et nous souhaitons toujours nous améliorer afin d'adapter nos événements au mieux à vos besoins. Alors, nous allons partager dans le clavardage un lien vers notre formulaire de satisfaction et on apprécierait grandement que vous puissiez prendre 1 minute pour nous faire votre retour. Ça va nous aider. Et enfin, je vous rappelle pour finir que si vous avez aimé nous écouter, ce panel fait partie d'une série organisée par SUCO et ses partenaires à différents moments clés de l'année. Alors, restez connectés pour connaître les prochaines dates de nos événements. Et merci à notre cher public d'avoir été là et à la prochaine.